Je m'appelle Élise. J'ai 34 ans. Et pendant 3 semaines après la mort de mon père, j'ai cru que j'avais perdu à la fois un père et tout ce qu'il avait construit pour moi. Ma belle-mère avait présenté un testament que personne n'avait jamais vu. Un testament signé 2 semaines avant sa mort. Un testament qui m'effaçait complètement. Mais mon père était charpentier. Il avait les mains larges et l'écriture lente. Et depuis un accident à 20 ans, il imprimait chaque lettre. Jamais attaché. Quand j'ai vu cette signature en cursive parfaite, j'ai su. Ce n'était pas lui. Et cette certitude a changé le cours de tout. On habitait une maison en pierre, à la sortie d'un petit village de l'Isère. Mon père l'avait achetée quand il avait 26 ans. Il avait tout retapé lui-même. Les fenêtres, le toit, la vieille grange transformée en atelier. Je me souviens de l'odeur de bois et de colle qui flottait dans l'atelier le samedi matin. Je me souviens de lui qui m'apprenait à planter un clou, sans me regarder de travers quand je ratais. Il disait un raté, c'est juste un clou qui attend le bon coup. J'avais 7 ans quand ma mère est partie. Je ne l'ai pas vue pendant 6 ans. Mon père n'a jamais dit du mal d'elle. Il a juste serré les dents et continué. Et moi, j'ai grandi dans cette maison en pierre, en croyant que rien ne pourrait me l'enlever. Mon père a rencontré Sylvie lors d'une fête de village. Il avait 42 ans. Elle en avait 38. Elle avait 2 garçons, Romain et Théo. Quand il me l'a présenté, il était nerveux. Comme un adolescent. Je n'avais jamais vu ça chez lui. J'avais 19 ans. J'étais en première année de BTS comptabilité. Je vivais encore à la maison. Je n'avais rien contre Sylvie au début. Elle était polie. Attentionnée avec mon père, discrète. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de regarder les pièces de notre maison. Pas comme quelqu'un qui découvre. Comme quelqu'un qui inventorie. Je me suis dit que j'imaginais des choses. Je m'étais trompée. Ils se sont mariés 18 mois plus tard. Mon père était heureux. Ça se voyait. Et moi, je voulais qu'il soit heureux. Alors j'ai accepté. Romain et Théo ont emménagé. Au début, ça allait. Puis, progressivement, des petites choses ont commencé à changer. Mon père avait l'habitude d'appeler sa sœur Monique chaque dimanche. Ses appels se sont espacés. Ses vieux amis venaient moins. Ses collègues de chantier, qui passaient parfois boire un café après le travail, ne sonnaient plus à la porte. Sylvie répondait à leur place. Bernard est fatigué. Bernard préfère se reposer le soir. Bernard a besoin de calme maintenant. Et mon père laissait faire. Je lui en ai parlé une fois. Il a souri et m'a dit. Elle me protège. C'est normal à mon âge. Il avait 50 ans. Mon père a eu son premier accident de chantier. Quand il avait 52 ans. L'épaule gauche fracturée. Des ligaments touchés. 3 mois d'arrêt. C'est là que Sylvie a proposé de gérer les comptes. Pour t'aider, Bernard. Tu n'as pas à t'inquiéter de tout ça. Mon père a accepté. J'habitais mon propre appartement à ce moment-là. Je travaillais dans un cabinet comptable à Grenoble. Je venais le voir le week-end. Les premières fois, tout semblait normal. Puis j'ai remarqué que mon père demandait parfois à Sylvie de lui confirmer des choses qu'il avait toujours su par cœur. Le numéro de son assurance. Le nom de son banquier. Les dates de ses contrats. Il rigolait en disant qu'il vieillissait. Mais moi, quelque chose me serrait dans la poitrine. Un après-midi, Sylvie était sortie faire des courses. Je suis restée avec mon père. On buvait du café dans la cuisine. Il m'a raconté une histoire de son enfance. Avec des détails précis, des noms, des dates. Puis il m'a demandé si j'avais passé mes examens. J'avais validé mon BTS 12 ans plus tôt. J'ai souri et dit oui. Il a hoché la tête. Bien. Ton père est fier de toi. Après qu'il est allé s'allonger, j'ai ouvert le tiroir du bureau. Pour chercher un stylo. J'ai vu une lettre du neurologue. Démence vasculaire, stade modéré. Premier diagnostic datant de 7 mois. Sylvie le savait depuis 7 mois. Elle ne m'avait pas appelé. Après avoir lu ce document, j'ai confronté Sylvie. Elle m'a répondu qu'elle ne voulait pas m'inquiéter. Que mon père préférait que je le voie. Comme avant. Que c'était son choix à lui. J'ai demandé à voir mon père seul. Sylvie disait qu'il se reposait. Ou qu'il n'était pas en état de recevoir. Ou que mes visites le perturbaient. J'ai commencé à douter de moi. Peut-être que ma présence le stressait. Peut-être que Sylvie savait mieux que moi. Mais une nuit, mon père m'a appelé. Tard. Sa voix était hésitante. Il m'a dit. Elise, j'ai quelque chose à te dire. Mais je n'arrive plus à me souvenir quoi. Puis le silence. Je voulais que tu saches que je t'aime, ma puce. C'est tout. C'était la dernière fois qu'il m'a appelé. Mon père est mort un mardi à l'aube. Il avait 59 ans. J'ai appris sa mort par SMS à 7h42. Ton père est décédé cette nuit. Les obsèques auront lieu jeudi. Le notaire nous recevra la semaine suivante. Pas de prénom. Pas d'appel. Pas de mots. Je suis restée assise dans mon appartement. Avec ce message sous les yeux. Pendant 20 minutes sans bouger. Puis j'ai appelé ma tante Monique. Elle avait reçu le même type de message. Elle pleurait. On a pleuré ensemble. Et au fond de ma douleur, quelque chose d'autre commençait à se former. Une question. Une seule. Qu'est-ce que Sylvie avait fait pendant ces derniers mois? Aux obsèques. Sylvie était en noir, les yeux rouges. Romain et Théo se comportaient comme s'ils organisaient leur propre événement. Ils accueillaient les gens. Ils décidaient des places. Ils remerciaient au nom de la famille. Quand j'ai voulu dire quelques mots, Romain m'a dit à voix basse. On a déjà organisé les prises de parole. Ce sera plus propre comme ça. À l'enterrement de mon père. Dans le village où j'avais grandi. Je n'avais pas le droit de parler. Ma tante Monique m'a serré la main très fort. Elle m'a dit. Attends la semaine prochaine. Et garde la tête froide. Le bureau du notaire sentait le vieux papier. Sylvie était assise à ma gauche. Romain et Théo en face de moi. Le notaire a sorti le testament. Il a commencé à lire. La maison. Les comptes. Les parts de l'entreprise de charpente. Que mon père avait développé au fil des ans. Romain, Théo, Sylvie et moi. Un article qui m'octroyait les meubles personnels de mon père. Une vieille armoire. Une boîte à outils. Des photographies. Sylvie regardait ses mains. Romain cachait mal un sourire. Puis le notaire a retourné le document pour me montrer la signature. Et j'ai dit. Qui a rédigé ce testament? Mon père ne savait pas écrire en lettres attachées. Depuis ses 20 ans. Le notaire a suspendu la procédure. Sylvie a explosé dans le couloir. Elle criait que j'étais jalouse. Que mon père l'avait choisie, elle. Que je ne méritais rien.
J'ai appelé un avocat le soir même. Il s'appelait Maître Ferrand. Il m'a écouté pendant 1 heure. Puis il a dit, les signatures falsifiées sur testament, c'est plus courant qu'on ne le croit. Et les juges n'aiment pas ça du tout. On a déposé une demande d'expertise graphologique et une analyse du dossier médical de mon père. L'expert a comparé la signature du testament avec les documents authentiques que j'avais gardés, les lettres de mon père, ses cartes d'anniversaire, ses vieux bons de commande, chaque mot imprimé, chaque lettre séparée. L'expert a conclu, la signature du testament ne correspondait à aucune des caractéristiques graphiques connues et documentées de mon père. Il s'agissait d'une imitation. Le parquet a ouvert une enquête. Sylvie Agnier, Romain et Théo ont présenté un alibi commun pour la date de rédaction du testament. Mais les enquêteurs ont trouvé autre chose. Sur l'ordinateur de Sylvie, dans un dossier mal supprimé, ils ont retrouvé plusieurs tentatives d'imitation de signature, des essais, comme si elle s'était entraînée, et dans ses recherches internet, des requêtes sur les testaments holographes, les conditions de validité, et les délais de prescription pour contester une succession. Elle avait préparé. Elle avait juste oublié une chose. Mon père avait aussi préparé. Ma tante Monique m'a appelé pendant l'enquête. Elle m'a demandé de venir la voir. Quand je suis arrivée dans sa maison, elle avait une enveloppe sur la table. Elle m'a dit, Bernard me l'a remise il y a 6 mois. Il avait encore ses bons jours à ce moment-là. Il m'a dit que si tu n'obtenais pas ce qui t'appartenait, je te donnais ça. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait un testament holographe, rédigé à la main. Chaque lettre imprimée. Sa façon à lui. La maison familiale. Ses parts dans l'entreprise. Un carnet avec des codes d'accès. Et une lettre. Une page. Je l'ai lu debout, dans la cuisine de Monique. Il avait écrit. Ma puce, si tu lis ça, c'est que je n'ai pas bien protégé les choses. Pendant que j'en étais encore capable. Je suis désolée de ne pas avoir été plus fort. Mais sache que depuis le premier jour, tu as été la fierté de ma vie. Pas parce que tu as réussi. Parce que tu n'as jamais arrêté d'essayer. Cette maison est la tienne. Elle a toujours été. Ton père. Le carnet contenait les codes d'un compte bancaire. Ouvert au nom d'Élise Fournier. Mon nom. Mon père avait ouvert ce compte. Quand j'avais 18 ans. Pendant 16 ans. Tous les mois. Il y avait versé une somme. Pas énorme. Mais régulière. Il n'en avait jamais parlé à Sylvie. Il ne m'en avait jamais parlé non plus. Peut-être parce qu'il voulait que ce soit une surprise. Peut-être parce qu'il avait compris, quelque part, que quelqu'un autour de lui n'avait pas les bonnes intentions. Quand j'ai vu le total, j'ai dû m'asseoir. Ma tante m'a apporté un verre d'eau. Elle m'a dit, il t'a toujours pensé à toi, Élise. Même quand il ne pouvait plus te le dire. Sylvie a été poursuivie pour faux et usage de faux, captation d'héritage, et abus de faiblesse sur personnes vulnérables. Le procès a duré 2 jours. Elle avait pris un avocat. Un bon, mais les preuves étaient trop lourdes. Les essais de signature sur l'ordinateur, les recherches internet, l'expertise graphologique, le dossier médical de mon père, et le testament authentique, celui que mon père avait préparé de ses mains, pendant qu'il en était encore capable. Sylvie a été reconnue coupable. Romain et Théo ont été déboutés de toute prétention sur la succession. Le tribunal a déclaré le faux testament nul. Et le testament authentique de mon père a été validé. Le jour où j'ai récupéré les clés, je me suis arrêtée devant la porte. La vieille porte en chêne que mon père avait posée lui-même. Les mêmes gonds. La même poignée en fer forgé. La même petite rayure dans le bois, que j'avais faite à vélo quand j'avais 9 ans. Mon père n'avait jamais voulu la réparer, il disait. Les traces de vie, ça ne s'efface pas. Ça s'honorait. Je suis entrée. L'atelier sentait encore le bois. Sur l'établi, il y avait son marteau préféré. Celui avec le manche rafistolé au Chatterton. Je l'ai pris dans les mains. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai pleuré vraiment. Pas de rage. Pas de peur mais de gratitude. Aujourd'hui, je vis dans la maison. J'ai gardé l'atelier. Parfois, le week-end, je vais dans les brocantes, pour trouver de vieux outils. Je ne sais pas encore quoi en faire. Mais les tenir dans les mains me rappelle quelque chose que mon père m'a appris. Qu'on peut reconstruire ce qui a été abîmé. Qu'il suffit du bon coup au bon endroit. Ma tante Monique vient dîner le dimanche. On parle de lui. De ses maladresses. De ses éclats de rire. De sa façon de rater les omelettes. Et de prétendre que c'était voulu. Sylvie a fait appel du jugement. C'est son droit. Mais les preuves ne changent pas. Parce qu'on demande à les réexaminer. Et moi, je ne l'attends plus. Ce que mon père voulait me laisser. Il me l'a laissé. Pas seulement la maison. Pas seulement le compte. La certitude qu'il avait pensé à moi. Même quand il ne pouvait plus me le dire. Même quand on essayait de l'en empêcher. Il avait trouvé un moyen. Et ça, personne ne pourra jamais me l'enlever. Est-ce que vous auriez douté face à un document officiel? Ou vous auriez cherché comme moi? Dites-le en commentaire. Et si vous avez vécu quelque chose de similaire? Dans une succession, une famille recomposée. Une belle-mère ou un beau-père toxique. Vous pouvez le partager. Vous ne serez pas seul. Abonnez-vous à Maria Señorita. Pour des histoires vraies humaines. Et parfois terriblement nécessaires à entendre.